Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Pallière, je préside l'association Un Nouveau Souffle pour Saint-Mandé. C'est une association de dialogue et de démocratie locale. Bon, pour ceux qui sont saint-mandéens, c'est issu des élections municipales, mais nous, les élections, c'est fini, donc on est parti vers autre chose. La soirée avec M. Stora, c'est venu d'un constat que tout le monde à Saint-Mandé connaît, c'est un grand problème avec le communautarisme. C'est celui de Saint-Mandé, c'est celui aussi de beaucoup d'autres communes de France, pour des raisons, pas forcément les mêmes raisons. Alors la formule consacrée, c'est de dire qu'on vous remercie d'être venus nombreux, mais là c'est vraiment nombreux, puisqu'on est obligé de remettre plein de chaises. Et ça, c'est vraiment bien, ça montre que finalement... ces questions-là intéressent et qu'il y a plein de gens comme nous qui sommes avides d'informations. On remercie l'association Cordoba, qui est une association de dialogue interreligieux sur Vincennes-Saint-Mandé-Fontenay. Ils nous ont aidés pour l'organisation de la soirée, pour la diffusion de l'info. Ils font un gros travail sur aussi le dialogue, plus au niveau religieux qu'au niveau citoyen. Et je vous encourage à aller voir ce qu'ils font parce que c'est toujours très intéressant. Eh bien, Monsieur Stora, je vous laisse la parole. Je ne vous présente pas parce que je pense que vous le ferez vous-même. Voilà. Écoutez, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, donc je peux que me féliciter de cette affluence qui va jusqu'au bout de la salle, c'est absolument incroyable. Je pense effectivement que cette affluence est aussi en rapport avec le thème de la rencontre de ce soir, bien sûr, sur les rapports entre juifs et musulmans, et puis la problématique qui est celle de la séparation entre ces deux communautés, puisqu'il faut employer ce terme. J'en vois pas d'autre pour l'instant, qui est récente, qui date de quelques dizaines d'années. Signaler bien sûr que cette question est importante en France parce que les juifs et les musulmans constituent les plus grandes communautés d'Europe. Il y a 6 à 700 000 juifs en France et 6 à 7 millions de musulmans en France. Il n'y a pas d'équivalent en Europe, dans aucun autre pays d'Europe, il y a autant de monde. C'est que ce soit en Angleterre, en Italie, en Allemagne ou ailleurs. Ce sont les deux plus grandes communautés. Et ce sont aussi, naturellement, les plus grandes communautés enracinées dans le temps, dans la temporalité historique. C'est pour cela, bien sûr, que ça attire beaucoup d'attention, de réflexion sur les plans, bien sûr, politiques, culturels ou autres. Alors, parmi les explications, pour entrer directement dans le vif du sujet, puis ensuite, naturellement, je procéderai différemment, parmi la première explication qui vient... immédiatement à l'esprit sur les conditions de cette séparation, les circonstances historiques de ces oppositions entre ces deux communautés, vient immédiatement la question du conflit israélo-palestinien. C'est ce qui vient tout de suite. On dit voilà, s'il y a eu séparation, s'il y a affrontement, s'il y a différence, c'est en rapport avec ce conflit non réglé politiquement. Et il est vrai que ce conflit, bien sûr, entraîne des facteurs d'identification très fort à l'intérieur des deux communautés, une sorte d'attachement identitaire extrêmement puissant qui vient se polariser, focaliser sur cette histoire, sur ce conflit, etc. Mais comme on le verra dans cet exposé très bref que je vais faire devant vous ce soir, les choses ne sont pas si simples que cela. C'est-à-dire que peut-être cette question du conflit israélo-palestinien n'arrive qu'en bout de course, peut-être, d'une longue histoire qui a démarré plutôt en amont, et presque au XIXe siècle, comme je vais essayer de le raconter très brièvement devant vous ce soir. Alors cette idée de la séparation, je l'ai traitée dans un ouvrage qui est paru il y a 2 ans maintenant, en 2013, aux éditions Albin Michel, c'est Histoire des relations entre juifs et musulmans, qui est un travail que j'avais dirigé avec un intellectuel de culture musulmane qui est Abdelwahab Meddeb, qui animait une émission régulière depuis très longtemps, depuis plusieurs années, sur France Culture, l'émission Culture d'Islam, avec qui j'ai travaillé 6 ans pour fabriquer, disons, ce gros livre qui est là, qui a, disons, été aussi le moment du rassemblement de 120 chercheurs au plan international, qui a été traduit immédiatement en anglais puisqu'il a été coédité par Princeton. Donc ça a été aussi à l'occasion, bien sûr, de la fabrication, de la construction de ce projet scientifique que j'ai été amené à m'interroger et à diriger, par conséquent, la partie
terminale, disons, de cet ouvrage, qui est consacrée à l'histoire contemporaine, c'est-à-dire celle du 19e et 20e siècle, ce qu'on appelle l'histoire contemporaine. Et donc c'est dans cette partie-là que, naturellement, je vais développer un certain nombre d'idées, d'hypothèses sur ce problème, disons, de la séparation, de la rupture, qui par conséquent se situe très en amont. Alors dans ce travail historique et dans cette question de la séparation, on est confronté à deux types de récits historiques classiques. Le premier type de récit, c'est d'expliquer dans le fond qu'il y avait une cohabitation harmonieuse et paisible entre les communautés depuis des siècles et des siècles, avec la référence bien sûr à l'Andalousie, et cette cohabitation, cette convivialité a été brisée, rompue, interrompue par l'arrivée française, l'arrivée occidentale, l'arrivée coloniale au XIXe siècle. Et notamment, bien entendu, par ce qu'on a appelé le décret Crémieux, qui a donné la citoyenneté française, comme on le sait, en 1870, à la communauté juive et non pas aux autres indigènes, qui étaient les musulmans d'Algérie. Et donc, ce serait à partir de ce moment-là que, naturellement, la séparation deviendrait irréversible, etc. C'est un premier type de récit. C'est ce récit un petit peu qui est celle d'une convivialité brisée, de s'étalant sur des siècles, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a un autre type de récit historique qui, naturellement, est contradictoire avec celui-là, qui est le fait que, dans le fond, juifs et musulmans, depuis l'apparition de l'islam, c'est-à-dire 7e, 8e, 9e siècle, pour des raisons strictement d'ailleurs religieuses, et la condition imposée aux juifs en terre d'islam, qui est la condition du dhimmi, j'y reviendrai, en fait, ont toujours vécu séparés. Ils n'ont jamais vécu ensemble, et donc il y avait cette sorte de vie, entre guillemets, infernale des Juifs en terre d'islam, étalée sur 12, 13, 14, 15 siècles, et qui se serait dénouée, en fait, in fine, à la fin du XXe siècle, ou à la moitié du XXe siècle. Donc on a là deux récits qui, en apparence, sont contradictoires. Donc le premier récit, qui est celui d'une sorte d'embellissement des rapports, qui est un récit qui vise à insister sur l'harmonie, sur la convivialité, sur la vie ensemble, en fait, ce qu'on appellerait aujourd'hui le vivre ensemble. Et puis un autre récit qui, lui, insiste sur la séparation, les pogroms, les affrontements accomplis ou perpétrés tout au long des siècles. Donc deux récits qui, disons, se superposent, s'affrontent, se juxtaposent, et contre lesquels nous avons été obligés, Abdelwahab et moi, comme vous le savez, Abdelwahab Medem, je ne l'ai pas dit, mais je pense que ceux qui sont dans cette salle sont peut-être suffisamment avertis pour savoir qu'il est décédé l'année dernière, malheureusement, ce qui fait que je me retrouve un petit peu seul maintenant à porter ce travail, puisque ce travail, nous l'avions, je fais cette parenthèse pour lui rendre hommage, bien sûr, ce travail, nous l'avions porté ensemble à travers toute une série de conférences à la sortie du livre, que nous avons organisé ensemble et nous avions parlé de cela, de cette histoire, devant des publics extrêmement nombreux, à Casablanca, à Rabat, à Alger, à Tunis, à Haïfa, à Tel Aviv, et puis bien sûr en France, à Strasbourg, à Paris, à Marseille, etc., 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 devant des publics très très nombreux, très attentifs, patients et silencieux. Donc j'insiste pour tout ce qui concerne naturellement la partie du sud, que je viens rapidement d'aborder devant vous, où en fait ça s'est passé très très bien d'ailleurs. Je reviendrai si j'ai le temps à la fin sur l'écho qu'a rencontré ce travail, qui était un écho absolument considérable. Donc je ferme cette parenthèse en forme d'hommage. Donc pour en revenir à mon propos, c'est qu'avec Abdelwahab, nous avions donc cette double difficulté, c'est-à-dire d'affronter dans le fond deux récits qui s'opposaient alors qu'ils ne sont pas forcément contradictoires. Ils ne sont pas fondamentalement peut-être contradictoires dans la mesure où, bien sûr, qu'il y avait à la fois cette convivialité, cette existence commune, bien sûr, sur des siècles, mais aussi des éléments très forts de conflictualité et de séparation. Donc il y avait par conséquent à essayer de trouver une pensée historique, un récit historique du juste milieu qui permettrait bien sûr d'approcher au plus près possible de la restitution des faits historiques, ce qui est le travail bien sûr des historiens. Alors pour ce qui me concerne, et pour aller vite, sur disons les conditions historiques de cette séparation, il faut effectivement prendre les deux aspects
au XIXe siècle comme première condition de la séparation, c'est-à-dire les deux aspects qui sont à la fois la situation juridique des Juifs en terre d'islam, qui est en fait ce qu'on appelle la condition du dhimmi, c'est-à-dire de celui qui est à la fois membre d'une religion du livre, qui est donc à la fois protégé par les gens d'islam, mais soumis sur des conditions et des circonstances juridiques qui le ghettoisent ou l'entraînent de manière séparée dans l'espace public, au niveau du port vestimentaire, etc., etc. Bon, du point de vue de la circulation aussi des personnes à l'intérieur de l'espace public. Donc à la fois soumis et protégé en terre d'islam, qui est la condition du dhimmi. Et puis il y a bien sûr l'arrivée française, l'arrivée occidentale, l'arrivée européenne en terre d'islam. C'est-à-dire que les deux aspects, à mon sens, cohabitent. Les deux aspects doivent être pris en compte. Sinon, on va tirer l'histoire dans un sens plutôt que l'autre. Quand je dis le second aspect, c'est qu'il est évident que l'arrivée française, notamment française, puisque dans le fond, l'Algérie a été le premier territoire perdu par l'Empire ottoman en 1830, puisque l'Algérie faisait partie de l'Empire ottoman, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie, faisait partie de l'Empire ottoman, ainsi que la Tunisie d'aujourd'hui. Et ces territoires de l'Empire ottoman ont été perdus, l'un en 1830, l'autre en 1883, et cela a entraîné, disons, des convulsions, des effervescences, disons, politiques et culturelles considérables en Orient, considérables dans ce qu'on appelle les terres d'islam. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était l'introduction de l'égalité politique. L'introduction de l'égalité politique citoyenne, par conséquent, a été une véritable révolution. En d'autres termes, ce qui pouvait apparaître comme quelque chose, entre guillemets, de positif en terre d'islam, c'est-à-dire le fait d'avoir un statut qui interdise de massacrer les Juifs, pour être très précis, est très vite apparu, aux yeux des Juifs eux-mêmes, comme retardataire sur la question de la promesse de l'égalité. C'est-à-dire que la question de l'égalité, naturellement, a tout bouleversé. C'est-à-dire le rentrer dans la cité citoyenne, française, etc. Et donc, ce qui pouvait apparaître comme positif, par exemple, entre grosso modo 1492 et 1830, je prends volontairement ces deux dates pour des raisons que vous imaginez, c'est-à-dire 1492, c'est la fuite des Juifs d'Espagne avec les musulmans, devant la reconquête, bien sûr, d'Isabelle la catholique, et qui sont allés se réfugier, la majorité de ces Juifs d'Espagne, dans l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'ils sont partis, naturellement, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de la Méditerranée, et beaucoup sont allés au Maroc, en Algérie, mais aussi jusqu'en Turquie, bien sûr, pour composer et constituer de grandes communautés séfarades. Et donc ce statut du dhimmi au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, pouvait apparaître effectivement comme plus protecteur que dans l'Est de l'Europe, dans ce que nous appellerons aujourd'hui l'Est de l'Europe, même si, bien sûr, les restrictions et les impositions fortement négatives, pour ne pas dire plus, imposées à la communauté juive étaient quand même quelque chose de très violent et de très dur. Bien. Mais l'arrivée j'allais dire, de la Révolution française, à partir des années 1830-1850, donc avant le décret Crémieux, en Algérie, qui, comme vous le savez, date de 1870, a bouleversé l'univers traditionnel des communautés indigènes, qui ont été totalement bouleversées par l'arrivée coloniale, ce qu'on appelle l'arrivée coloniale, mais qui introduisait dans le même temps la question, encore une fois, de l'égalité politique. Et ça, c'est une véritable révolution, de sorte que le statut du dhimmi est apparu comme retardataire, voire réactionnaire, par rapport à la promesse, naturellement, de l'égalité citoyenne. Ce qui pouvait apparaître comme positif est apparu au fur et à mesure des années au XIXe siècle comme quelque chose de profondément retardataire vis-à-vis de l'arrivée nouvelle de cette promesse. Donc ces deux aspects, à mon sens, sont à prendre bien sûr en compte si on veut analyser la révolution qui s'est produite dans ce qu'on appelle le monde indigène, qui est, disons, fondamental. Le monde indigène, c'est-à-dire des juifs et des musulmans. Quand je dis le monde indigène, c'est-à-dire de ceux qui étaient là depuis toujours. C'est de ceux qui étaient là depuis des siècles et des siècles d'histoire, que ce soit en Afrique du Nord ou ailleurs. Eh bien, cette arrivée du XIXe siècle occidental a déstructuré complètement, parce que d'un côté, effectivement, une partie des indigènes ont pu accéder à cette nationalité française, d'autres non, mais après coup,
bien sûr, le fameux décret Crémieux qui aura un impact évidemment sur l'ensemble des communautés d'Orient, et pas simplement en Algérie, mais sur l'ensemble des communautés d'Orient, puisqu'il y a un retentissement de la promesse de l'égalité citoyenne qui va résonner jusqu'en Égypte, jusqu'en Syrie, jusqu'en Irak, enfin dans l'ensemble de l'Orient, bien entendu. Pas simplement pour la communauté juive, mais y compris, et c'est ça qu'il faut aussi examiner, par rapport aux élites musulmanes. C'est-à-dire qu'une partie des élites musulmanes, dès la fin du XIXe siècle, eux aussi réclament l'égalité politique en entrant dans la cité française, ce qu'on ne sait pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment étudié ce processus, c'est-à-dire que l'arrivée française s'est traduite aussi par un processus d'assimilation culturelle qui a non seulement touché la communauté juive, qui, elle, a vu cette assimilation culturelle se traduire sur le plan politique par l'égalité citoyenne et l'entrée dans la cité, mais a touché aussi la communauté musulmane, les élites, des villes en particulier, mais ne s'est pas traduit par l'entrée citoyenne, par contre. C'est-à-dire que l'assimilation culturelle, qui nécessitait l'égalité politique, n'a pas été ne s'est pas véritablement réalisée, avec des personnages emblématiques dans la communauté musulmane au début du XXe siècle, comme Ferhat Abbas, comme le docteur Benjeloun, etc., qui réclamaient cette possibilité, disons, d'entrer dans la cité française, parce qu'ils étaient eux-mêmes pris dans le processus de l'assimilation culturelle. Donc la traduction pour eux, c'était l'égalité politique, bien entendu. Mais ils ne l'ont pas eu, comme vous le savez, et un personnage comme Ferhat Abbas est passé d'une position dite assimilationniste, c'est-à-dire d'entrer dans la cité française, à une position de rupture, c'est-à-dire celle de l'autonomie, puis celle de l'indépendance, donc du nationalisme algérien, puisqu'il va présider ensuite le FLN à partir de 1958. Donc ces questions-là sont des questions très lourdes, sont des questions extrêmement importantes, parce qu'on a, dès la fin du XIXe siècle, les conditions posées d'un rapport, disons, à l'Occident très particulier. C'est-à-dire que juifs et musulmans, dans le fond, vont se séparer sur le plan juridique, bien entendu, mais ils vont concevoir leur rapport, disons, à la France, à l'Occident, etc., de manière différente, puisqu'on a effectivement l'arrivée européenne qui va provoquer, disons, une attraction, qui va provoquer aussi l'arrivée d'idéologies politiques en terre d'Orient, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, puisque toutes les communautés, entre guillemets, indigènes, sont frappées, pourrait-on dire, par l'arrivée d'idéologies comme celle du socialisme, du républicanisme, de la psychanalyse, du communisme et, naturellement, du nationalisme. Et c'est cette question qui est fondamentale à examiner. C'est-à-dire que tout cet univers est bouleversé à la fois par son rapport au juridique, à la citoyenneté, à l'égalité, et est bouleversé également par son rapport aux nouvelles idéologies qui ne sont pas exclusivement religieuses, mais politiques ou laïques, qui pénètrent en Orient et qui vont pénétrer en Orient de manière très profonde. Donc voilà déjà les premières bases, les premiers fondements, en fait, de cette sorte de séparation qui s'amorce et qui commence, avec par conséquent un deuxième facteur. Ce deuxième facteur, je viens de le mentionner rapidement, c'est l'introduction en Orient des idéologies du nationalisme et du socialisme, qui sont des idéologies politiques qui viennent d'Europe, qui sont celles du nationalisme, dans les différentes versions, c'est-à-dire dans la version à la fois républicaine française ou dans les versions allemandes. C'est-à-dire la réappropriation de la nation fondée exclusivement sur le sol et le sang, qui est la dimension allemande du nationalisme, qui n'est pas comme la dimension française fondée sur les principes de l'égalité politique, citoyenne, etc. Donc on a par conséquent, deuxième aspect qui va être à mon sens extrêmement important, c'est le fait qu'à l'intérieur de ces deux univers indigènes qui commencent à se séparer dans le rapport à la citoyenneté, à l'égalité, etc., eh bien, il y aura des idéologies politiques qui vont naître toujours sur place, parce que c'est ça la particularité de ce monde, c'est que c'est un monde qui est bouleversé, mais dans une situation où personne ne part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exil. C'est-à-dire que l'occidentalisation, par exemple, des Juifs en Orient, par exemple, en Algérie, en Tunisie en 1880 ou au Maroc plus tard en 1912, cette occidentalisation, entre guillemets, elle s'accomplit sur place. C'est-à-dire que les gens ne partent pas, ils ne quittent pas le territoire. C'est ça qui complique la compréhension. C'est-à-dire que ce sont des Juifs
occidentalisés d'Orient sur place. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à l'Occident sans quitter l'Orient. Ce qui n'est pas sans rappeler ce qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, pour ce qui concerne les chrétiens d'Orient. Hein, c'est-à-dire qu'ils avaient à peu près ce même type de statut. C'est-à-dire fortement attachés à l'Orient, pour certains d'entre eux. Par exemple, les juifs marocains étaient fortement attachés à la langue arabe, à la culture arabe, enfin au sens classique du terme, mais en même temps regardant vers l'Occident et vers les processus d'égalité politique, citoyenne, etc. C'est un processus qui est très difficile à comprendre quand on le regarde de l'extérieur, hein, parce que ce sont des orientaux qui s'occidentalisent sur place. Donc c'est ça qui est, sans quitter le territoire. Donc c'est ça qui est compliqué. Hein. Je parle là de la fin du 19e siècle, hein, de la première moitié du 20e siècle. Hein, c'est un phénomène comme ça extrêmement complexe. Hein. C'est de ces orientaux qui s'occidentalisent en restant en Orient, en fait fondamentalement dans le sens large. Donc on est par conséquent dans cette situation-là où les idéologies politiques des nationalismes viennent toucher. Et ça, c'est le deuxième facteur, à mon avis, important, qui viennent pénétrer cet univers. Dans l'univers des musulmans traditionnels et dans l'univers traditionnel des juifs, la question des nationalismes, elle est une question non pas religieuse, au point de départ, mais politique. Hein, ce sont des questions politiques. Le nationalisme arabe, qui va commencer à exister à partir des années 30, 20, 30, etc., 40, et le sionisme, du point de vue, disons, de la communauté juive, ce ne sont pas, à l'origine, des questions religieuses. Ce sont des questions éminemment politiques. Ceux qui portent les idéologies des nationalismes, ce sont des gens, comme on dirait aujourd'hui, très engagés à gauche. Hein, c'est-à-dire qui sont dans des trajectoires idéologiques laïques. Hein, que ce soit pour le nationalisme arabe avec le baasisme, hein, qui va naître dans des pays comme la Syrie, l'Irak, le Liban, etc., ou que ce soit sur la question du sionisme, pour ce qui concerne la communauté juive, ce sont, comme on le sait, à l'origine des socialistes, les bundistes en particulier, qui vont porter hein, l'idée du nationalisme, hein, et donc par conséquent, l'espérance de la nation, hein, dans un cas comme dans l'autre, est un autre facteur de division politique et de séparation politique porté par des élites qui, à l'origine, sont laïques, hein, ne sont pas religieuses. Mais progressivement, et plus tard, bien sûr, il y aura un retour, j'allais presque dire une revanche, des élites religieuses qui, progressivement, se réapproprieront ces idées nationalistes et qui viendront, naturellement, interférer sur l'idée laïque. Par exemple, pour ce qui concerne le monde arabe, il est évident qu'en même temps qu'existe le nationalisme arabe ou le socialisme arabe, eh bien, vont naître ce qu'on appelle les frères musulmans, qui, eux, en 1929, avec Hassan el-Banna, bien sûr, vont mettre en œuvre un processus de religiosité, alors que les nationalistes arabes, eux, s'adossent à la question de la réappropriation nationale, exclusivement et surtout portée par la langue arabe, hein, fondamentalement, alors que les frères musulmans, eux, opèrent sur la base d'un processus de réappropriation identitaire exclusivement sur une base religieuse. Hein, c'est un petit peu, cette question, elle est posée dès l'origine, c'est-à-dire dès les années 30, hein, fondamentalement, dans ce conflit. Mais on trouvera le même type de conflit plus tard pour ce qui concerne le sionisme, bien entendu, qui, à l'origine laïque, voit, disons, contester la primauté des laïcs par ceux qui se réclament, disons, de la religiosité comme fondement, comme ciment exclusif de l'appartenance nationale. C'est-à-dire que naturellement, ces conflits-là n'existent pas simplement à l'intérieur d'une seule communauté, mais bien des deux. Et donc, on a par conséquent là un deuxième facteur de séparation qui est extrêmement important, c'est l'enracinement dans des nationalismes séparés, hein, dans des idéologies nationalistes qui naissent, qui se développent plutôt, dans les années 30. Cet aspect-là est donc ancien par conséquent. Et le troisième aspect qui est naturellement important et sur lequel j'ai pas le temps de m'attarder, mais qui va creuser encore plus la différence, c'est naturellement la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, le problème de la Shoah, hein, qui va entraîner la destruction des Juifs d'Europe. Et par rapport, disons, à cette destruction des Juifs d'Europe, il y aura, disons, deux types d'attitudes qui vont accentuer la différence. C'est à ce moment-là, bien sûr, qu'on va parler de la question du conflit israélo-palestinien, enfin, qu'on n'appelait pas à l'époque comme ça, mais du conflit israélo-arabe. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir effectivement ceux qui disent la conclusion politique de la catastrophe de la Shoah, c'est la création de l'État d'Israël dans lequel les Juifs pourront se réfugier, etc., etc.
Et puis de l'autre côté, ceux qui, au contraire, appartiennent à la mouvance, disons, du nationalisme arabe, et qui vont expliquer, au contraire, à la différence de ceux qui... Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé en Europe. Hein, ce ne sont pas les musulmans qui ont organisé la Shoah, ce ne sont pas eux qui ont provoqué, disons, cette catastrophe de destruction de millions de juifs, etc. Donc nous n'avons pas, disons, de responsabilité, et nous n'avons pas apporté, pour ce qui concerne la création de l'État d'Israël, nous n'avons pas apporté cette création sur un territoire qui s'appelle aujourd'hui la Palestine. Et donc là, vous allez avoir effectivement à ce moment-là, à partir, disons, de tout ce que j'ai évoqué au préalable, parce que la séparation elle était déjà bien installée quand même, depuis pratiquement un siècle, et bien à ce moment-là, bien sûr, vous allez avoir la séparation effective, cette fois-ci visible, c'est-à-dire spectaculaire, c'est-à-dire visible dans l'espace public, à partir, bien entendu, des années 50. Là, vous allez avoir effectivement, à partir des années 50, le conflit avec la guerre de 56, Suez, etc., etc. Donc vous avez une autre histoire qui va commencer, donc qui est une histoire importante, etc., etc. Donc ça, c'est déjà le troisième facteur. Mais vous avez un autre facteur qui va accentuer la séparation. Vous voyez que l'histoire, l'écriture de l'histoire est un processus décidément qui n'est jamais simple. C'est qu'en fait, ce processus de séparation au moment de la création de l'État d'Israël, de l'affrontement israélo-arabe qui existe à cette époque, s'accomplit au moment même où se déroule ce qu'on appelle la décolonisation, c'est-à-dire le fait que c'est concomitant, c'est-à-dire c'est les années 50. Et cette coïncidence historique, elle est très importante à analyser. C'est-à-dire qu'au moment précisément où un certain nombre de pays appartenant à l'ère culturelle musulmane, pour aller vite, de manière schématique, accèdent à leur indépendance politique, c'est-à-dire accèdent à une forme de souveraineté politique nationale, etc., eh bien, vous avez effectivement la consolidation de l'État d'Israël avec la guerre de 56 ou celle de 67. C'est-à-dire que c'est concomitant au passage aux indépendances politiques. Ce qui fait que ça aggrave, disons, la séparation. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le sentiment d'une décolonisation, avec de l'autre côté, le sentiment d'une colonisation. Colonisation, décolonisation. Et donc la rupture dans les imaginaires, à ce moment-là, est totale. C'est-à-dire que là, à l'horizon des années 60, vous avez une séparation, là, cette fois-ci, qui apparaît presque comme définitive, en fait, dans les représentations, dans les imaginaires, parce que les uns ne veulent pas admettre l'existence d'un État national que les autres viennent d'acquérir. C'est-à-dire le rapport à l'État national, en fait. C'est ça qui est la question décisive, c'est l'acceptation de l'État national. C'est une question très, très importante. C'est là-dessus que ça porte fondamentalement la divergence, la séparation plus tard, etc., etc. Et donc, on est par conséquent dans une situation d'installation de cette séparation dès la fin des années 60, bien sûr, surtout après la guerre de 67, où là, cette fois-ci, là, on peut dire que, dans le fond, tout ce qui s'est accumulé comme sédimentation, comme séparation, comme rapport à l'Occident, comme rapport à la citoyenneté, comme rapport, disons, à la France aussi, ou à l'Occident au sens large, vient se dénouer à la fin des années 60, au début des années 70. Mais dans des situations qui vont se compliquer considérablement. Pourquoi ? Elles vont se compliquer parce que, dans le fond, à partir de ces années-là, c'est-à-dire des années 50, 60, 70, la plupart des Juifs qui vivaient en terre d'islam, la plupart des communautés juives qui vivaient en terre d'islam depuis des siècles, pas simplement depuis, eh bien, vont quitter ces terres d'islam. Et dans le même temps, vous allez avoir des communautés dites musulmanes, en fait maghrébines fondamentalement, qui vont venir s'installer en Europe, et en France en particulier. Donc vous avez là aussi une coïncidence dans l'aggravation des représentations, qui est l'arrivée, disons, en France et en Europe au sens large, de communautés maghrébines, et le départ des Juifs, des derniers Juifs, des terres d'islam. Et donc vous avez cette espèce d'aller-retour, de va-et-vient, disons, historique, qui s'installe, disons, tout au long des années 60, 70, 80. C'est-à-dire cette sorte de circulation qui, naturellement, ne favorise pas, bien sûr, les retrouvailles, qui ne favorise pas, bien sûr, le fait d'essayer de trouver des passerelles, puisqu'il y a cette espèce de circulation de départ d'un côté et d'arrivée de l'autre. Dans la coïncidence historique, c'est quand même quelque chose, disons, d'assez frappant. Alors, on est dans une situation, bien sûr,
difficile, hein, parce que les représentations, les imaginaires qui vont s'installer à partir des années 70-80, 1970-1980, s'installent dans des situations qui vont se compliquer un petit peu plus en France. Oui, ça se complique encore plus. Hein. À chaque fois que j'avance sur 10 ans, il y a une complication. Donc ça devient compliqué vraiment. Dans une situation qui se complique en France, qui est celle du modèle républicain en crise. C'est-à-dire que cette circulation, ce va-et-vient, ces problèmes de rapport à l'État-nation, enfin, toutes ces questions que je viens d'évoquer devant vous, eh bien, elles vont dans le fond venir s'aggraver dans une situation où le modèle républicain dans les années 80-90 a du mal, disons, à se redéfinir par rapport à des exigences nouvelles qu'on qualifie aujourd'hui de communautaristes et qui sont celles de l'appartenance à la République tout en restant fidèle aux communautés d'origine, en n'abandonnant pas le lien avec la communauté d'origine. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, disons, ce sentiment, disons, qui pouvait exister, etc., puisque, comme vous le savez, le modèle républicain français avait fonctionné jusqu'alors sur le principe de ce qu'on appelle l'assimilation, même si c'était essentiellement dans l'espace public, pas forcément dans l'espace privé d'ailleurs. Hein, parce que dans l'espace privé, bien sûr, il y avait une préservation hein, des conditions d'origine, du rapport à ses parents, à la langue, à ses grands-parents, traditions culinaires, etc., etc. Mais tout au moins, c'était, disons, cette sorte d'enracinement du modèle républicain dit assimilationniste dans l'espace public. La nouveauté, c'est que ce qui était contenu dans l'espace privé jusqu'à présent, c'est-à-dire la fidélité à des origines, a débordé dans l'espace public. C'est ça la grande nouveauté. C'est-à-dire que ce qui était contenu dans l'espace privé, qui a toujours existé, par parenthèse, que ce soit les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Juifs d'Europe centrale, enfin j'en passe et des meilleurs, eh bien cette fois-ci, il y a eu cette sorte de débordement hein, de l'attachement, de l'expression de cet attachement, du vocabulaire, des pratiques, etc., dans l'espace public. Et ça, c'est nouveau pour la société française. Hein, c'est quelque chose d'original, de singulier, qui est un défi, bien entendu, nouveau, etc., de ce qu'on a appelé le multiculturalisme, de fait, à l'œuvre dans la société française depuis maintenant 30 ans, 40 ans, de fait. Alors même si on réaffirme les principes, même si on dit il y a les valeurs de la République, il faut les respecter, on fait des séminaires, des colloques, on sort des textes, on sort des livres, on fait des émissions de télévision, tout ce que vous voudrez, le fait est, c'est que dans l'espace public, et j'y insiste, eh bien, le multiculturalisme est à l'œuvre. Il suffit de prendre le métro. Hein. Bon, évidemment, si on reste en surface, on le voit peut-être moins, mais si vous descendez dans le métro, vous voyez le multiculturalisme à l'œuvre. Hein, c'est pas compliqué. Donc vous avez beau écrire des textes théoriques contre le multiculturalisme, le fait est, c'est que lui continue de se développer dans la pratique. Donc c'est un défi tout à fait nouveau. Et donc l'affrontement, la séparation, naturellement, entre ces deux plus importante communauté d'Europe, comme je viens rapidement de le dire, eh bien, est installée et adossée, par conséquent, à toute cette histoire intérieure sur fond de crise d'un modèle républicain et a débouché, comme vous le savez, avec une rapidité, notamment à travers ce qu'on a appelé les intifadas de 87, 2000, etc., dans les banlieues, dans la séparation, etc., jusqu'à la tragédie que vous connaissez tous, c'est à côté de chez vous, sur l'hypercachère, bien entendu, donc je n'insiste pas sur cette question-là. Alors, le grand problème, dans le fond, pour ne pas être trop long et pour qu'il y ait plutôt une discussion, et puis aussi parce que je suis fatigué, entre nous, c'est est-ce que dans le fond, cette séparation, elle est irrémédiable, elle est difficile, est-ce qu'elle est insurmontable, etc. Il y a deux façons de prendre ce problème. La première façon, c'est de dire dans le fond, elle est insurmontable. C'est inscrit dans l'histoire depuis toujours, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Donc il y a une sorte d'installation dans une guerre de mémoire qui tient à une sorte d'essentialisme historique et religieux, donc c'est fini, c'est trop tard, c'est fini, donc il n'y a plus grand-chose à faire. C'est une première attitude, disons, et qui se développe, et qui
et qui est très importante dans la société française d'aujourd'hui. C'est cette attitude-là qui est majoritaire dans la société française. Et puis il y a une seconde attitude que moi, naturellement, j'essaye de porter, mais de manière très minoritaire, c'est de dire que non, c'est pas irrémédiable et c'est pas trop tard. La preuve, par exemple, c'est l'écho qu'on a rencontré dans ce livre que nous avons dirigé ensemble avec Abdelwahab Meddeb, c'est-à-dire cette histoire, j'allais presque dire ancestrale, entre juifs et musulmans, qui ne peut pas totalement disparaître et s'effacer parce que c'est une histoire de plusieurs siècles. Ce n'est pas une histoire de quelques années, etc. C'est une histoire de plusieurs siècles, à travers la langue, à travers la culture, à travers, disons, la musique, à travers les traditions culinaires, à travers une façon d'être, un rapport au monde, bref, un rapport à l'Orient, au sens large. Et ça ne peut pas s'effacer comme par enchantement, et simplement parce qu'il y a un conflit politique. Et l'écho qu'on a rencontré à la sortie de ce livre, puisqu'on en a vendu 20 000 quand même en espace d'un an, ce qui est énorme, compte tenu du prix du livre, puisqu'il coûte 60 €, donc c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Or, il y a eu un écho extraordinaire, y compris au Maghreb, puisque je mentionnais tout à l'heure toutes les villes que nous avons traversées. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas simplement une nostalgie de ce qui a été et qui a disparu, c'est qu'il y a une volonté, disons, de garder ce lien. Il y a une volonté de garder ce lien. Et dans les publics très nombreux à chaque fois, la preuve ce soir qui vient, c'est qu'il y a ceux qui cherchent à comprendre le pourquoi de cette séparation, mais dans le même temps, il y a ceux qui sont confrontés aux questions des nouvelles générations et qui cherchent l'Orient quelque part, et qui cherchent l'histoire, qui cherchent une mémoire longue, et qui ne peut pas être une mémoire de la durée très courte et de l'affrontement immédiat. Et c'est sur cette volonté-là des nouvelles générations qui cherchent absolument à s'inscrire dans la temporalité longue qu'existe la possibilité de garder des liens, et donc de reconstruire des liens. Donc ça veut dire plus de savoir, ça veut dire expliquer davantage et transmettre davantage cette histoire, parce que pour l'instant, ce qui se transmet, c'est uniquement des logiques d'affrontement et de séparation, et non pas du tout ce qui a pu se passer pendant des siècles, etc. Et même, ce qui ne se transmet pas, c'est pourquoi et comment et dans quelles conditions. Ce que j'essaie de faire devant vous ce soir, cette séparation a pu se produire. Il n'y a pas une seule cause, il n'y a pas une seule explication, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs facteurs. En d'autres termes, il faut ne pas s'abandonner à la paresse, en fait, intellectuelle sur cette question-là, mais garder le lien. Et garder ce lien, ça veut dire affronter le défi de demain, parce que le défi qui est devant nous, c'est celui du vivre ensemble, sinon c'est celui du départ. C'est celui de quitter la France et celui du départ. Moi, je crois effectivement qu'il faut garder ce lien et ce défi du vivre ensemble, parce que ce soit en Orient, et j'inclus Israël dans l'Orient, eh bien, il y a la nécessité du vivre ensemble. C'est ça qu'il faut garder, parce qu'eux-mêmes, ils en sont conscients aussi là-bas. Parce que si se défait totalement, y compris en Occident, ce lien, eh bien, ce sera difficile pour les peuples d'Orient eux-mêmes et de tous les pays d'Orient. Parce que les pays d'Orient aujourd'hui, dans leur totalité, dans le fond, ils sont malades de quoi? De l'absence de pluralité et du fait que les minorités s'en vont. Et c'est cette question de la diversité et de la pluralité qui est posée dans tout l'Orient aujourd'hui. Dans tout l'Orient. Et c'est une question pas simplement culturelle, c'est une question politique. Alors, les questions, c'est quelle était la visée du décret Crémieux, pourquoi il y a eu ce décret, quel était son objectif, etc. Alors le décret Crémieux, c'est un décret qui a été pris donc, en 1870, au moment de l'effondrement de la France dans la guerre contre la Prusse, en 1870. Donc il y avait une sorte aussi de vacances du pouvoir. Alors ce décret a été pris par un personnage considérable, Adolphe Crémieux, qui voulait émanciper les Juifs indigènes d'Algérie, qui pour lui souffraient d'arriération sociale et culturelle. Parlons franchement, c'est comme ça que c'est dit à l'époque, je répète les mots. Je sais que ça peut choquer effectivement les gens, mais c'était un peu la vision qu'avaient les Israélites français, j'emploie le terme volontairement, à l'époque vis-à-vis des Juifs d'Orient. C'était pour eux, disons, des gens qu'il fallait absolument sauver, qui étaient perdus. Donc il fallait absolument les aider à se relever. Et donc le premier objectif a été de créer ce qu'on appelle les consistoires.
Hein, les consistoires qui se sont créés notamment à partir de 1845, 1850, où des rabbins de France ont été envoyés pour émanciper les Juifs d'Algérie, etc. Puis ensuite, la même opération aura lieu ailleurs. Et puis la deuxième opération, avant le décret Crémieux, ça a été la construction et la diffusion des alliances israélites universelles, bon, qui ont été lancées à partir des années 1860, etc., et qui ont essaimé, disons, sur le Maroc, sur Tétouan, Casa, puis ensuite l'Algérie, le Liban, l'Égypte, beaucoup, l'Alliance, etc. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté aussi pour les Israélites français de faire se diffuser non seulement l'histoire, la tradition, la religion juive, mais surtout les principes de la République française, conçus comme émancipatrice. Hein, d'où le titre Alliance israélite universelle. Hein, c'était quand même quelque chose d'extrêmement important à ce niveau-là. Et donc, avant le décret Crémieux, par conséquent, il y a tout un travail, bien sûr, venant de la communauté juive de France, en direction des Juifs d'Algérie, ce qui fait que vous avez effectivement des Juifs d'Algérie qui, dès 1850, 60, demandent la nationalité française. Ils demandent la nationalité française. Par exemple, c'est le cas d'un de mes ancêtres qui est devenu français en 1860, hein, en devenant président du consistoire d'Alger, Israël Stora. Donc il y a par conséquent déjà parmi les élites, hein, citadines notamment, des Juifs d'Algérie qui sont dans une situation d'entrée dans la cité française à titre personnel. On trouve le même processus, j'insiste là-dessus parce que on trouve le même phénomène et chez les élites citadines musulmanes, hein, qui eux aussi réclament, disons, l'entrée à titre individuel, à titre personnel, etc. Et alors en 1865, c'est-à-dire 5 ans avant le décret Crémieux, il y a un senatus consulte qui est décidé, promu par Napoléon III, et qui va donner la citoyenneté française aux indigènes, c'est-à-dire musulmans et juifs, à une condition, c'est qu'ils refusent refusent ce qu'on appelle le statut personnel, c'est-à-dire la loi mosaïque pour les juifs et la charia pour les musulmans, et qu'ils acceptent le principe de passer par les tribunaux civils pour ce qui concerne notamment l'héritage. Alors ça, par conséquent, ça a été refusé, hein, par une majorité des indigènes, hein, pour aller vite. Il n'y a que quelques centaines, disons, de membres des deux communautés, quelques dizaines chez les juifs, quelques centaines chez les musulmans, qui ont accepté de renoncer, hein, disons, à ce statut personnel. Donc, à partir de ce moment-là, Crémieux, qui était un personnage très influent, très important, etc., a décidé d'octroyer, disons, la nationalité française sans passer par la décision individuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision individuelle. Ils sont de fait français. C'est-à-dire sans le demander et sans condition. Bon, alors évidemment, la question qu'on me pose, là, et c'est toujours la même, naturellement, depuis toujours, pourquoi cette décision a été prise exclusivement en direction de la minorité juive d'Algérie, qui était petite quand même à l'époque, hein. Il y avait entre 25 000 et 30 000 juifs à l'époque concernés, alors qu'à l'époque, il y avait 3 millions, hein, d'indigènes musulmans. Hein. Je donne des chiffres approximatifs à peu près, hein, etc. Alors là, ça obéit à une stratégie politique, bien entendu. Hein. Non pas la volonté de Crémieux. Crémieux était sincèrement persuadé qu'il fallait aider les Juifs d'Algérie à s'émanciper, à sortir des ténèbres, parce qu'il était franc-maçon. Donc pour lui, la religion, c'était l'obscurantisme total. Donc il fallait aider tout ça à sortir des trucs rabbins et tout ça. Et il était persuadé qu'il fallait les aider à sortir de leurs conditions. Hein, bon. Donc Crémieux était sincèrement convaincu de ça. Mais la décision politique qui est prise par les autorités françaises à l'époque, dans leur globalité, et appuyée notamment par les responsables militaires sur place, hein, de l'armée française qui était sur place, c'est d'essayer, disons, d'avoir une minorité indigène servant d'intermédiaire, hein, par rapport à la masse des indigènes musulmans. Alors il y avait eu déjà ces tentatives qui avaient été faites par l'armée française en 1835, 1840, 1850, qui était d'utiliser les indigènes juifs d'Algérie comme des interprètes, comme des officiers de l'armée, en fait, pas un rang très important, hein, soyons honnêtes, hein, parce qu'ils ne peuvent pas non plus. Hein, bon. Mais le maximum, après 30 ans, c'était capitaine, mais alors, à la fin de sa vie, hein, vraiment, le type avant de mourir, quoi. Bon. Mais sinon, c'était un rang très, très faible, mais c'était quand même de les transformer en interprètes. Ce qui fait que beaucoup
de juifs lettrés, en langue arabe bien sûr, lettrés en langue arabe, sont devenus effectivement des interprètes de l'armée française. Les premières légions d'honneur, par exemple, etc., c'était donné aux interprètes de l'armée française, et qui servaient d'intermédiaires. Et puis, donc, c'était une première tentative dans les années, au moment de la conquête coloniale de l'Algérie, bien sûr, contre l'émir Abdelkader, dans les années terribles 1840, 1850, etc. Et puis, la deuxième tentative de séparer, ou plutôt de s'appuyer sur une minorité séparée de la majorité indigène, c'était l'évangélisation d'une partie de la population indigène, notamment avec le choix qui avait été fait à l'époque de la Kabylie. C'est-à-dire avec Monseigneur Lavigerie, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une minorité intermédiaire indigène musulmane. Donc on va convertir, disons, au catholicisme, et qui vont servir de minorité tampon par rapport à la puissance coloniale. Voilà l'objectif. Alors, évidemment, ces minorités tampons ne présentaient pas beaucoup de dangers parce qu'elles étaient minoritaires, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que sur le plan démographique, elles ne présentaient pas de danger, puisqu'elles étaient très peu nombreuses. Donc, dans le fond, que ce soit par le processus d'évangélisation ou celui de la citoyenneté pleine, ça concernait une minorité de personnes qui ne pouvaient pas remettre en question l'équilibre démographique en faveur des Européens, qui était quand même fragile, surtout à cette époque-là. Dans les années 1870, 80, 90, les Européens, enfin les Français de France, étaient très minoritaires, puisqu'en fait, ce qu'on appelait les Européens déjà à l'époque, majoritairement, étaient composés d'Espagnols, d'Italiens et de Siciliens. C'était ça, les Européens. Fondamentalement, les Français de France étaient minoritaires par rapport aux autres. Et alors, il y a eu, d'ailleurs, par parenthèse, pour approfondir cette question historique, c'est que sur la question des Européens, qui étaient en déséquilibre démographique par rapport aux indigènes musulmans, c'est qu'il y a eu un autre décret qui est passé inaperçu dans l'imaginaire français, mais qui est tout aussi important que le décret Crémieux, qui était le décret de 1889. Le décret de 1889, c'est le décret qui accorde automatiquement, sur le même principe que Crémieux, la nationalité française aux étrangers européens sur la base en fait de l'acceptation religieuse, enfin sur la base de la reconnaissance religieuse chrétienne. C'est-à-dire les Européens, c'est-à-dire les Italiens et les Espagnols, qui deviennent automatiquement français en 1889. Puis ça, on n'en parle pas. On parle surtout du décret Crémieux tout le temps, du matin jusqu'au soir, parce qu'on dit c'est la séparation, etc. Mais en fait, on a le même type de décret et on va identifier ceux qui deviennent français automatiquement par identification religieuse. C'est-à-dire, si on est juif sur un non-juif, qu'on se déclare juif, on devient français. Et si on est un Européen catholique espagnol, on devient français. En 1889. Par parenthèse, on est loin de la République, là. Je ne sais pas si vous voyez, là, quand même. C'est loin, 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 là, tout ça, quand même. Parce qu'on parle beaucoup de la République en France. Toujours la République, qu'on vénère, l'assimilation, se détacher totalement des origines, tout donner à la personne, rien donner à la communauté, enfin Clermont-Tonnerre évidemment, que tout le monde connaît. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là, là, où on donne les nationalités exclusivement, disons, en rapport avec des filiations religieuses? C'est quand même bon. Alors évidemment, la question de Crémieux va profondément être importante parce que les élites indigènes musulmanes, notamment les chefs de tribus, vont se révolter quand même, parce qu'elles disent elles ont peur du séquestre de leurs biens. Ensuite, les Européens, ce qu'on appelle les Européens entre guillemets, dès les années 1890, 95, 1895, 1900, vont immédiatement réclamer l'abrogation du décret Crémieux. Pourquoi ? Bien parce qu'ils disent tout simplement, si vous donnez à une minorité la nationalité française, eh bien les autres indigènes vont la réclamer. Donc il faut l'abroger. Je veux dire, il y a une logique là-dedans qui est très claire. Et il va y avoir des émeutes anti-juives très violentes à Oran en 1898 qui vont être spectaculaires au moment de l'affaire Dreyfus. Parce que, en fait, la majorité des Européens d'Algérie, à cette époque-là, sont anti-Dreyfusards, puisque le député d'Alger, c'est Édouard Drummond, qui est député d'Alger. Donc là, on ne peut pas faire mieux, c'est clair, net et précis. Lui, c'est un grand théoricien anti-juif, quoi. Bon, et c'est clair. Bon. Et dans des villes comme Constantine, effectivement, vous avez un maire, plus tard, qui s'appelle Émile Morino, qui est maire de la ville de Constantine, qui, lui, a un journal qui sort toutes les semaines et dont le titre est très simple, c'est l'anti-juif.
Donc moi, c'est très clair, c'est net. Alors Morino, lui, il a fait campagne toute sa vie pour l'abrogation du décret Crémieux. C'était l'objectif de l'extrême droite française européenne à cette époque-là, dès les années 1890, 1900, 1914, 1920, 39, et arrive 1940. Et alors, le 3 octobre 1940, évidemment, la première mesure que prend Pétain, c'est l'abrogation du décret Crémieux, enfin, tant réclamé par sa clientèle électorale, en fait, hein, qui le soutient, qui le porte au pouvoir, etc. Donc tout ça pour vous dire que cette histoire de décret Crémieux, effectivement, a été très très importante. Elle a accentué la séparation, c'est vrai, entre juifs indigènes et musulmans indigènes, ça c'est incontestable. Elle a aussi été l'occasion d'un antisémitisme européen très puissant, dont on parle très peu, parce que là, aujourd'hui, parce que bon, l'histoire est ainsi faite, et qui fait qu'effectivement, la minorité juive d'Algérie et par extension celle de Tunisie et du Maroc, à cette époque, elle, par contre, était accrochée au maintien du décret Crémieux. Elle voulait absolument que ce décret soit maintenu, coûte que coûte. Et dans le fond, les seuls, à l'époque, qui étaient favorables au maintien du décret Crémieux, c'était la gauche républicaine de l'époque. C'était la SFIO, le Parti radical, la Ligue des droits de l'homme, la LICA, et non pas la LICRA, à l'époque, je parle des années 30 évidemment, qui eux étaient naturellement favorables au décret Crémieux, parce que c'était le moyen de protéger une minorité. Donc la plupart des juifs de ces pays étaient en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui des républicains socialistes, c'est-à-dire c'était pour ce maintien. Et naturellement, l'abrogation du décret Crémieux a été vécue comme une catastrophe dans toute l'Afrique du Nord, dans tout le Maghreb. Et la plupart de ces communautés n'ont cessé de réclamer le retour au décret Crémieux, qui a mis beaucoup de temps à être établi, puisque le décret Crémieux n'a été rétabli qu'à la fin de l'année 43, alors que le débarquement anglo-américain est de novembre 42. C'est-à-dire que ça a duré 1 an de bataille politique pour le rétablissement du décret Crémieux. Donc voilà, l'objectif, la visée, effectivement, c'était la peur du péril indigène démographique pour aller vite, et donc le refus d'extension de la citoyenneté et de l'égalité politique, en fait, fondamentalement derrière cette question-là, et qui a favorisé le passage au nationalisme radical d'un certain nombre d'élites musulmanes, dont je parlais tout à l'heure, comme Ferhat Abbas, qui lui réclamait tout simplement, dans les années 30, qui réclamait tout simplement l'extension du décret Crémieux, mais cette fois-ci aux élites musulmanes, notamment à la faveur d'un projet qui n'a jamais vu le jour, qui était le projet Blum-Violette. C'est-à-dire le projet Blum-Violette en 1936, qui permettait de donner la nationalité française à 30 000 musulmans appartenant à l'élite sociale, culturelle, l'armée, les décorations, etc., qui n'a jamais vu le jour. Ce projet n'a jamais été discuté au Parlement français. C'est un simple projet qui était évoqué, évidemment. Et sa fin de ce projet a entraîné, disons, une radicalisation politique qu'on connaît. C'est vrai que les questions démographiques sont des questions politiques. Parce que là, il y a une question sur le rapport inégal, disons, dans la démographie entre juifs et musulmans en France. C'est vrai que c'est une vraie question à la fois politique et de représentation et dans les imaginaires sur lesquels il faut absolument combattre. Parce que cette question du déséquilibre démographique, elle doit être combattue dans la représentation, bien sûr, sur le fait d'accéder à des responsabilités politiques et sociales à l'intérieur de chacune des communautés. Et non pas dans le fait qu'il faut être plus nombreux les uns par rapport aux autres, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir sur ce plan-là. Ce n'est pas possible. La question, c'est l'accès aux responsabilités politiques à des conditions égales. Et cette bataille-là, en France, on la connaît. C'est une bataille qui est passée à un moment donné, par exemple sous la présidence de Nicolas Sarkozy, sur le fait ou non d'accepter ce qu'on appelle la discrimination positive, puisque c'est le mot qu'il avait avancé à l'époque, en 2007, 2008, 2009. Ensuite, il l'a abandonné, parce qu'il change beaucoup de trucs. Donc c'était la discrimination positive pendant 3-4 ans, c'est-à-dire d'encourager de manière volontaire par le haut, disons, la fabrication d'élites politiques musulmanes, pour aller vite au sens large, et qui permettrait d'accéder à des formes de responsabilité, donc sur le plan égalitaire, sur le plan politique, citoyen, etc. Bon, cette proposition, maintenant, elle est pratiquement abandonnée, j'allais presque dire, par toutes les forces politiques aujourd'hui.
Hein, on ne parle plus de discrimination positive, de fait d'encourager sur la base d'une origine l'accès à des responsabilités dans les syndicats, les partis politiques, les mouvements associatifs ou autres. C'est une condition qui n'existe plus parce qu'il y a un durcissement, à mon avis, politique, alors que c'était une idée quand même sur lesquelles, héritage naturellement du modèle américain, hein, la discrimination positive, mais qui a été rejetée aujourd'hui. Donc sur lesquels on pourrait revenir. Alors pour aller vite, il y a d'autres questions. Abdenour Bidar. Ah ben, oui, bien sûr, parce qu'Abdenour Bidar était un ami d'Abdelwahab Meddeb, mais moi je connais son livre, bien sûr, qui est sorti dans la même collection que le grand livre qu'on a fait avec Abdelwahab. La grande question pour moi, c'est celui de l'installation dans l'espace public, politique et culturel, j'allais presque dire universitaire français, d'élites musulmanes culturelles qui puissent, comme lui, comme Bidar, comme d'autres, porter une parole à la fois scientifique, rationnelle, équilibrée et religieuse aussi, parce qu'il faut parler aussi en tenant compte des histoires singulières, spécifiques, et il faut les maîtriser, il faut naturellement les connaître. Tant qu'il n'y a pas d'installation de ce qu'on appellerait une société civile avec des élites politiques suffisamment identifiables et reconnues comme telles à l'intérieur de la société, alors c'est très difficile d'avoir des plaidoyers sur la République, sur la fraternité, etc. Or, la question, c'est que ça demande du temps. C'est-à-dire que la fabrication des élites intellectuelles, ça ne peut pas obéir à des temps médiatiques. C'est-à-dire du style, je passe au grand journal 4 minutes 30 et le lendemain, je suis le représentant de la communauté en mouvement. Ça ne peut pas exister, ça. C'est-à-dire que c'est à la faveur, disons, d'un travail très enraciné dans la durée que peuvent émerger des élites culturelles et politiques. Je disais, par exemple, je ne sais plus dans quelle émission, qu'en France, aujourd'hui, il n'y a que 4 professeurs d'histoire contemporaine du Maghreb dans toute l'université française. C'est tout. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, hein. Donc, comment voulez-vous, à partir de ce moment-là, rattraper le retard dans la mesure où il y a des groupes, eux, par contre, qui fonctionnent sur la base de raccourcis, sur la base de l'identité, de ce qu'on appelle l'intégrisme, du fanatisme, etc., qui, eux, fonctionnent de manière immédiate. Hein, ils n'ont pas besoin d'avoir des gens très cultivés. Hein. Bon, c'est un slogan, c'est un mode d'emploi, etc. Or, pour répondre à ce type d'argument extrêmement simple, simpliste, propagandiste, démagogique, etc., il faut être soi-même adossé à une grande culture. Et ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire connaître effectivement l'histoire du Maghreb contemporain, ça signifie connaître l'histoire des acteurs politiques, des programmes, des visées, des réussites et des échecs. Ça signifie aussi connaître le rapport à la France, qu'ont pu avoir ces populations à des moments déterminés. Bref, ça implique toute une série, disons, de réflexions et de connaissances et de savoirs qui ne peuvent pas exister simplement à la faveur d'un temps médiatique court. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut prendre la mesure de ça. Donc, il faut créer, j'allais presque dire, 50 postes de professeurs d'histoire contemporaine du Maghreb et de l'islam. Alors, si on dit ça aujourd'hui, on dit « Ah là là, il veut introduire l'intégrisme à l'école ». Bon, alors, on ne s'en sort pas. Parce que si ce ne sont pas des laïcs qui connaissent l'histoire du Maghreb contemporain et de l'islam, si ce ne sont pas des, comment dirais-je, des universitaires, des scientifiques, etc., en nombre important, alors... eh bien, ce sont les religieux, les intégristes qui, eux, s'en empareront et qui diffuseront ce savoir. Donc la polémique sur, enfin de mon point de vue, hein, sur il ne faut pas du tout apprendre les religions à l'école, c'est complètement... Pour moi, c'est une polémique totalement dépassée. Parce qu'aujourd'hui, dans la pratique, dans la façon d'être, etc., ceux qui propagent les idées religieuses, ce sont exclusivement presque ceux qui appartiennent au registre de l'intégrisme religieux. Mais il y a très peu de laïcs qui sont capables, disons, d'apporter des réponses. Donc ça veut dire qu'il faut revaloriser les instituts de formation des maîtres, il faut revaloriser la connaissance, la diffusion de la langue arabe, connaître ce qui s'est passé réellement dans cette histoire sur la longue durée, donc d'où l'intérêt d'un livre comme celui qu'on avait fait avec Abdelwahab Meddeb, etc. C'est-à-dire que c'est tout un travail de longue haleine. C'est-à-dire que la France est confrontée à un défi, où je le disais tout à l'heure, elle a 2 grandes communautés sur son sol, ben, il faut connaître leur histoire. Bon, l'Algérie d'aujourd'hui, il y a 38 millions d'habitants, bon, il y a des intellectuels, il y a des problèmes, il y a des généraux, il y a de l'autoritarisme, tout ce que vous voudrez, etc. Mais la seule question qu'on vous pose quand vous rentrez d'Algérie, c'est est-ce que Bouteflika parle ? C'est tout. Est-ce qu'il marche ? C'est tout. Bon.
Vous avez rencontré des intellectuels, des journalistes, des écrivains, des philosophes, des gens qui se battent, des femmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Mais quand vous rentrez ici, la seule chose qui est intéressante, c'est ça. C'est tout. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? On s'énerve, quoi. C'est énervant parce que, d'abord, parce que c'est humiliant pour les gens, disons, qui appartiennent à cette histoire, de tout réduire à ça, quoi. Je veux dire, bon, on les aide pas, on leur met la tête sous l'eau, quoi. Je veux dire, voilà, on vous renvoie une image absolument dingue de ça, quoi. C'est pas possible d'accepter ça. Et puis, d'autre part, ça veut dire qu'on ne sait rien de cette histoire. Si vous demandez aujourd'hui à quelqu'un de dire, bon, qui est le Premier ministre en Algérie, personne ne le sait. Personne, je ne vous pose pas la question. Hein. Bon, personne ne sait qui est le Premier ministre du Maroc aujourd'hui. Personne. Personne ne sait. Je veux dire, par contre, si vous allez de l'autre côté de la Méditerranée, bah, tout le monde connaît Manuel Valls, je ne sais pas quoi, j'en sais rien, moi, j'ai déjà oublié, enfin, les ministres, enfin, bon, ils les connaissent, hein, mieux que moi. Je dis, ah bon, il est ministre, celui-là? Moi, je ne sais même pas, moi. Bon. Donc, il y a une inégalité, je veux dire, dans la connaissance et le savoir des uns sur les autres qui ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'au Maghreb, aujourd'hui, il y a 80 millions d'habitants bientôt. C'est une grande force, un marché aussi, un gigantesque pour les entreprises françaises. Donc on ne peut pas considérer qu'on va pouvoir rester une puissance économique, y compris sur le plan économique, hein, si on ne sait rien de l'histoire des autres en face. En face, ce n'est pas la Chine, hein, c'est en face. On ne sait pas, on ne connaît pas les élites politiques, on ne connaît pas les acteurs. Tout d'un coup apparaît un écrivain, Kamel Daoud. Ah tiens, d'où il sort celui-là? Mais ça fait 20 ans qu'il écrit, qu'il est éditorialiste au quotidien d'Oran. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas possible, ça. Je veux dire, on ne peut pas... Et il écrit en français, hein, donc c'est un francophone, enfin, bon, qui publie de manière régulière, etc. Bon, enfin, je peux en citer d'autres, parce qu'il y en a d'autres. Il y a Boualem Sansal, il y a Maïssa B, enfin je ne vais pas faire la liste, elle est longue, des écrivains algériens de langue française aujourd'hui, hein, qui vivent en Algérie d'ailleurs, hein, tous, hein, la plupart. Bon. Et on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que c'est en disant, dans le fond, nous on sait, nous on connaît l'histoire de tel pays et on fonctionne sur la base de clichés entièrement négatifs. Si on prend le conflit israélo-palestinien, c'est très significatif aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas l'histoire de ces pays, on ne se connaît pas l'histoire d'Israël ni rien, mais on sait que ce n'est pas bien comme ça qu'il faut faire et tout ça. Bon, les Français ne peuvent plus continuer comme ça, je dis bien exprès les Français, c'est-à-dire la société. On ne peut pas continuer comme ça. Le monde a totalement changé. Je veux dire, les gens sont extrêmement éduqués, ils sont tous sur Internet, tout le monde est face à des écrans, les gens parlent tous 3 langues, beaucoup parlent 2, 3 langues maintenant. Hein, que vous circulez dans le monde aujourd'hui, les gens ils parlent tous l'anglais bien sûr, ils parlent un petit peu le français, ils parlent d'autres langues, bien sûr l'arabe, le chinois, bien sûr que la première langue au monde. 1,5 milliard de gens qui parlent chinois maintenant. Donc nous, on ne peut pas, avec 65 millions d'habitants, dire on va expliquer tout au monde. On va vous dire comment il faut penser et comment Bouteflika va se lever pour parler. On ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, il faut se montrer un minimum attentif et modeste. Je vous donne ma position personnelle, hein, évidemment. Si on veut garder précisément ce rang de puissance mondiale et culturelle, y compris sur le plan économique, parce que sinon on va continuer à perdre des parts de marché. Hein. Au Maghreb aujourd'hui, la France perd des parts de marché. La France a longtemps été le premier partenaire économique de l'Algérie, pendant très longtemps. Elle ne l'est plus. Bon, pourquoi? Parce que nous, on croit tout savoir, on va donner des leçons à tout le monde, alors que les Chinois, qui sont devenus le premier partenaire commercial de l'Algérie aujourd'hui, il faut le savoir, hein, je vous l'informe, bon, ce soir, eux font l'effort de connaître l'histoire des Algériens, de leur personnel politique, la langue arabe, bien entendu, il y en a même qui se mettent au berbère, donc c'est assez drôle de voir les Chinois, tout ça. Bon, c'est un truc incroyable, quoi. Et nous, on dit, moi, je connais l'Algérie, Sidi Bel Abbès, 1959. Ben oui, mais c'est fini, Sidi Bel Abbès, 59. C'était il y a 70 ans. 3 générations ont passé. Vous voyez, c'est terminé. Je veux dire, le nombre, disons, d'intellectuels français qui connaissent l'Algérie d'aujourd'hui est ridicule. Combien il y a d'habitants à Alger aujourd'hui? Personne ne le sait. Combien il y en a à Constantine? Personne ne le sait, etc., etc. Enfin, je ne vais pas... on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut un effort sur la durée, dans la culture, le savoir des autres, parce que c'est de cette manière-là aussi qu'on va pouvoir atténuer les problèmes. Je ne dis pas qu'on va les régler. Hein. Je ne dis pas qu'on va tout régler comme ça, parce qu'il y a des fanatiques, il y a des intégristes, il y a des fous furieux qui ne veulent pas de ça.
qui ne veulent pas de ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans la guerre, évidemment. Eux, ils sont dans les fossés, l'affrontement, on n'a rien à savoir des uns sur les autres, on s'enferme dans l'intégrisme dans notre propre communauté. Sauf que comment voulez-vous, effectivement, leur répondre si vous ne savez pas, effectivement, à partir d'où ils parlent, comment ils parlent et à partir d'où ils parlent, et quels sont les acteurs qu'on peut identifier dans chacun de ces pays qui eux-mêmes luttent contre eux. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est qu'il n'y a pas que les Français tout seuls qui luttent contre l'intégrisme religieux, je ne sais pas quoi. Vous avez plein de gens à l'intérieur de ce qu'on appelle le monde arabo-berbéro-musulman qui ne sont pas du tout d'accord avec tout ça et qui sont dans des stratégies culturelles, qui sont dans des productions théâtrales, qui sortent des livres, qui écrivent de la poésie, bref, dans un univers plus vaste et qui n'est pas simplement, disons, celui du religieux exclusif. Ce n'est pas vrai. Donc il faut aussi faire l'effort d'aller vers ça, quoi. Voilà, c'est tout ce que je dis, moi. Hein. Je ne dis pas que tout va se régler en un jour, comme ça, instantanément, mais au moins qu'on commence à opérer, vous savez, un changement de regard sur cette histoire et ces pays pour qu'on puisse former en France des élites qui ne soient pas simplement les histoires d'imams, mais des élites laïques culturelles. C'est-à-dire, par exemple, combien d'enseignants laïcs vont aller enseigner dans les prisons aujourd'hui ? Il n'y en a pas, vous savez, ça. Il n'y a que des imams qui vont dans les prisons, il n'y a pas d'enseignants. Hein. Donc, combien sont disposés à aller dans les prisons ? Il y en a très peu. Donc, ça veut dire qu'il faut revaloriser ces métiers-là, parce que les gens sont courageux s'ils font ça, c'est important. Donc, combien vont aller dans les prisons ? Sur quel programme ? Sur quel manuel scolaire, etc. Bref, c'est une véritable révolution culturelle qu'il faut accomplir. Mais on en est encore loin, parce que, selon moi, on se contente d'affirmer des principes abstraitement. Vive la République, vive la France. Bon, ben ok. Mais sauf concrètement, je veux dire, il faut quand même qu'on prenne les questions concrètes, à bras-le-corps, hein, sur le problème culturel. Espace privé, espace public, est-ce que dans les sociétés orientales, on a le même type de coupure, en fait? Est-ce qu'on peut réfléchir de la même manière, etc. Oui et non. Bien sûr qu'il n'y a pas eu, sur le plan politique, parce que là, il s'agit d'une question politique, il n'y a pas eu, effectivement, à travers les décolonisations, pour aller vite, l'établissement de frontières nettes, hein, sur le plan institutionnel et civique, entre public et privé. Ça a été une grande espérance d'ailleurs de la décolonisation, le fait qu'on puisse parvenir à créer ce qu'on appelle aujourd'hui des états de droit. Et donc, à partir de là, dans ces états de droit, ce qui appartient au monde du citoyen, ce qui appartient au monde de l'État, etc. Ça a été une grande volonté, contrairement à ce qu'on croit. Dans les années 60-70, il y a eu ça dans l'ensemble du monde arabe. Mais ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu effectivement de force politique qui ont mis en œuvre ce programme. C'est-à-dire, par exemple, je sais que c'est un peu compliqué à saisir, mais c'était un des points du programme de ce qu'on appelle le Parti Baas, qui était sur cette orientation politique-là. Hein. Alors évidemment, maintenant quand vous dites le Parti Baas, c'est Saddam Hussein, alors évidemment, on se dit, bon, ça a légèrement foiré. Bon, c'est vrai, c'est certain. Mais l'objectif, à l'origine, c'était ça. C'est-à-dire, il y avait la question de l'émancipation des femmes, de la pleine citoyenneté, de la République, de la séparation, etc. Et progressivement, il y a eu instauration d'États de type autoritaire totalitaire, pour aller vite, hein, bien sûr. Et cet établissement de frontières entre public et privé n'a pas existé. C'est-à-dire que c'est une bataille en gestation. C'est-à-dire qu'il y a eu ce détournement, hein, de cette confiscation, plutôt, voilà, c'est le terme qui est utilisé d'ailleurs dans beaucoup de pays arabes, la confiscation des pouvoirs politiques par des oligarchies, notamment sociales, hein, appuyées d'ailleurs et adossées sur les rentes comme celle des hydrocarbures. Ce sont des sommes colossales, hein, qui ont provoqué la construction d'oligarchies, en fait, fondamentalement, qui ont confisqué le pouvoir dans ces pays et qui ont absolument refusé le passage aux États de droit, ce qui a provoqué des réactions, des révoltes, des répressions, hein, qui ont été importantes, et dont le seul exemple aujourd'hui, à mon avis, qui subsiste de ce qu'on a appelé, entre guillemets, les révolutions arabes, c'est ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui. C'est-à-dire la volonté absolue d'essayer de construire, disons, un état de droit appuyé sur l'existence de l'autonomie de l'individu et de la citoyenneté, comme le reflète aujourd'hui la constitution tunisienne. C'est très fragile. Hein, c'est très fragile ce qui se passe en Tunisie, mais c'est un élément important qu'il faut continuer à suivre. Alors c'est fragile, bien sûr, parce que la situation la plus grave aujourd'hui au Maghreb, c'est la Libye. Puisque l'État libyen s'est littéralement effondré. C'est un État qui est, comme vous le savez, qui est
aux portes de, enfin, c'est un pays, pardon, qui est aux portes de la Tunisie et de l'Algérie, hein, qui a la plus grande frontière avec la Libye, qui est une frontière gigantesque qui court sur quasi la totalité du Sahara, enfin, jusqu'au Mali, au Niger. Donc l'armée algérienne est en première ligne, ce qui vous explique aussi par parenthèse la visite de François Hollande à Alger et non pas de savoir si Bouteflika se lève. Donc fermons cette parenthèse. Donc on a une bataille très 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 importante qui se livre aux frontières algériennes avec le fait que ce qu'on appelle Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, est en train de prendre le pouvoir en Libye. Donc c'est très grave. C'est-à-dire c'est aux portes de l'Europe. Hein. Bon. Je ne veux pas affoler les populations laborieuses, hein, mais là, on n'est plus en Syrie, mais là, juste là, vous voyez, là, c'est tout à côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre l'expérience tunisienne, parce que c'est aussi le moyen d'une réponse à caractère politique et démocratique par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment dans des pays comme le Mali, le Niger ou la Libye. Donc c'est une situation géopolitique qui est extrêmement importante. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas cette frontière, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas cette frontière qu'il faut abandonner le combat pour cette frontière et pour cette démocratie-là. Parce que soit on dit c'est pas possible, c'est terminé, et puis on abandonne tout ça et on fait la guerre. Hein. Soit on dit au contraire, il faut essayer d'encourager l'existence des sociétés civiles. C'est ma position. Hein, d'essayer de continuer à s'adosser à l'existence des sociétés civiles. Voilà, je vous remercie.